Alexandre Delval, c'est vrai que vous avez écrit un livre. C'est pas votre premier. On se rappelle le totalitarisme islamique il y a 20 ans. Vous étiez un des premiers, sinon le premier à en parler. Et là, c'est assez passionnant parce que vous commencez en exergue avec un livre écrit en 1918, c'est-à-dire il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, Le déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, qui est un classique maintenant. Et au fond, vous dites, voilà, aujourd'hui, un siècle plus tard, ce déclin, où il en est, où en est l'Occident, et cette mondialisation que certains ont présentée comme heureuse, d'autres comme apocalyptique, en fait, et vraiment votre rapport et votre nouveauté avec Jacques Sopelsa dans ce livre, c'est que vous dites, attendez, la mondialisation, on est ce que certains font. Et alors, je voudrais qu'on fasse le tableau. Alors aujourd'hui, dans ce village global, parce on est dans un village global, d'ailleurs c'est Marshall McLuhan qui le disait en 68, et je rappelle que Marshall McLuhan, j'ai beaucoup pensé à lui en lisant votre bouquin. Il disait cette phrase formidable qui date de 1968, le tam-tam global ramène le retour des tribus. C'est-à-dire des identités, des souverainetés, etc. Alors, décrivez-nous un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, grosso modo, si on décrit le monde d'une façon lucide, et non pas comme on voudrait qu'il soit, le but, c'est pas de juger, c'est d'analyser froidement, on peut dire qu'il y a aujourd'hui un empire anglo-saxon américains, mais pas que, les Five Eyes, les anglo-saxons qui dominent le système mondial fondé sur le libre-échange. Ils ont récupéré une mondialisation qui a toujours existé depuis Venise, depuis la route de la soie. La mondialisation, c'est un phénomène neutre qui a toujours existé. Mais la mondialisation anglo-saxonne, c'est celle qui est faite de dérégularisation, de dérégulation, de financiarisation, de délocalisation et de désindustrialisation, et qui, dans les années 80-90... Pas pour tout le monde. Si. Pour l'Occident, en fait, oui. Ces anglo-saxons ont cru que dans le futur, on pourrait vivre que de financiarisation et d'économie virtuelle. Et ils ont cru que cette mondialisation anglo-saxonne, faite de multinationales aussi, pourrait vivre et pourrait maintenir l'Occident dans une prospérité tout en délocalisant pratiquement toute l'industrie lourde en Asie, notamment en Chine et en Inde, avec un immense mépris pour ces peuples, en se disant, de toute façon, ils seront toujours des imitateurs, ils produiront pour nous et on restera les maîtres du jeu. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Cette mondialisation n'est plus anglo-saxonne, elle a beaucoup profité du marché et de l'usinement chinoise, mais la Chine s'est autonomisée et l'Inde, comme outsider aussi, grandit. Et cette Chine, elle a sinisé la mondialisation. La mondialisation, non seulement n'est pas heureuse, c'est un phénomène neutre d'hyperconcurrence grâce aux moyens de communication, d'échange et de transport. Et la Chine s'est dit, je ne vais pas jouer le rôle qu'ils veulent que je joue, l'usine monde imitatrice. Non, je vais les piller technologiquement. Je vais avoir autant d'ingénieurs voire plus pour un effet de masse, parce qu'ils ont aujourd'hui plus d'ingénieurs que nous, et ils ne sont pas du tout à la traîne, ils sont à la tête de la nanotechnologie, des ordinateurs quantiques. Ils sont vraiment à la traîne des grandes technologies. Non, ils sont à la pointe aujourd'hui. À la pointe, c'est un lapsus de nanotechnologie, ordinateurs quantiques, même les missiles hypersoniques qu'ils ont hérités des Russes, les cellules souches, la thérapie de demain. Ils nous battent sur pratiquement tous les domaines. Et même sur l'écologie, aujourd'hui, la Chine a réussi à doubler les Européens sur leur propre terrain. La Chine est le leader incontestable aujourd'hui de la production de photovoltaïque, d'énergie éolienne et même de voitures propres, etc. Bref. Pardon, Alexandre Delval, n'oublions pas quand même une certaine tartufferie ou une tartufferie certaine. En même temps, ils mettent des enfants de 10 ans en train dans les grandes cités, en train de prendre le cobalt des terres rares. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas comment on pollue. Et puis, ils ont, comme vous le savez, 600 centrales à charbon qui sont en train d'être construites en Chine. C'est les plus grands producteurs d'usines à charbon et en même temps les plus grands producteurs d'industrie écologique avec l'horizon 2060, la décarbonation, c'est le projet de Xi Jinping. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que avec bien sûr beaucoup moins d'éthique, aucun respect pour le droit international. Ils veulent récupérer toutes les eaux de 11 voisins au détriment total du droit international. Xi Jinping a dit clairement que l'intérêt national chinois, c'est bien pire que la Pologne, que l'on condamne aujourd'hui, prime sur toute autre considération. Ils ont dit que le droit international qui les a condamnés pour la mer méridionale de Chine est nul et non avenu. Et donc on a une Europe, si vous voulez, bisounours, qui est la seule à appliquer à elle-même toutes les contraintes du multilatéralisme et du droit international et de l'écologisme et de la belle pensée
penser. Une Europe bisounours qui est la seule à être tolérante envers tout le monde et à refuser sa propre identité pour se faire accepter, alors que c'est le meilleur moyen d'être méprisé. Et le reste du monde, il est absolument pas bisounours, même les Américains d'ailleurs. Le reste du monde est hyper nationaliste, voire impérialiste. Les Américains sont impérialistes, les Chinois, Erdogan est impérialiste. Donc on a soit des impérialistes, soit des cow-boys, comme le président des Philippines qui se vante d'avoir buté son premier homme à 18 ans. On a un monde qui est fait soit de réel politique, de cynisme et d'ultranationalisme ou d'identitarisme. Et pendant ce temps, le ventre mou européen est le dindon de la farce de cette mondialisation, puisqu'il en a une lecture naïve de désarmement. On peut dire que l'Europe est le cocu de la mondialisation. Le cocu, le dindon de la farce, parce qu'en fait, il faut remonter à l'origine du mondialisme. Le mondialisme a été créé par une partie du deep state américain pour cacher son impérialisme, ce qui est de bonne guerre, oui. L'État profond américain, et par les multinationales qui voulaient faire admettre la désindustrialisation qui est terrible pour les peuples et pour les ouvriers, avec un beau vernis. On est tous frères, c'est We are the world, c'est le message américain. Mais cette mondialisation-là, elle était purement bullshit, elle était là pour un prétexte, pour justifier un impérialisme. Sauf que l'Europe, elle l'a pris à la lettre, parce qu'elle n'est pas du tout productrice d'un mondialisme qui justifierait son impérialisme. Non, elle était universaliste. L'Europe, elle est vraiment... les idées, elle a pris à la lettre. Oui, elle a pris à la lettre parce qu'elle n'est que... Vous savez, Brzezinski, le grand stratège américain, décrit l'Europe comme un protectorat du nouvel empire romain américain. L'empire romain américain, c'est le nouvel empire romain, c'est l'empire, et l'Europe, c'est un protectorat. Donc, en tant que protectorat de l'OTAN et des États-Unis, nous, on a une lecture extrêmement naïve parce que ce mondialisme qui est totalement superficiel, qui est un phénomène de justification de l'empire américain, nous, on y croit totalement, et c'est pour ça que l'Europe est le dindon de la farce, l'idiot utile de cette lecture idéologique mondialiste de la mondialisation qui, elle, est neutre. Oui, mais alors, Alexandre Delval, est-ce qu'on n'y croit pas? C'est important de voir pourquoi on y croit. On n'est pas plus bête que d'autres. Est-ce que ce n'est pas justement, on a eu des choses extraordinaires avec les Lumières, et ce n'est pas le dommage collatéral de Lumière en disant nous on est universaliste, nous on est là pour répandre les idées, liberté, égalité, fraternité, et voilà. Non mais je veux dire, nous on est là pour être universaliste dans les idées, c'est très beau. Sauf qu'en attendant les intérêts et le reste, mais bien sûr, je pense que c'est une confusion énorme. L'universalisme de principe est très noble, même les droits de l'homme et toutes nos valeurs universelles, elles méritent d'être défendues. Entre parenthèses, on ferait mieux déjà de les défendre dans nos banlieues et dans des cités de non-droit et de non-occident qui se développent dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, avant d'aller exporter par des bombes de manière contre-productive au Mali, en Afghanistan, en Irak ou en Libye. On a vu la catastrophe de toutes les interventions qui étaient chères à M. Kouchner, le droit d'ingérence, etc. On va bombarder les gens pour leur bien, etc. Eh bien, comme disait Finkielkraut et comme disaient aussi d'autres philosophes, eh bien, et même Maffezoli et même Bertrand Badi, on n'exporte pas la démocratie avec des bombes. Et le problème de cela, c'est que c'est toutes ces aventures interventionnistes voulues par tous ceux que l'on a trouvé très sympathiques. Il faut savoir que le président américain le plus diabolisé, c'est celui qui était pour la paix, contre toutes les interventions. Et les présidents qui sont bien vus, Obama, Clinton, Bush, c'était des va-t-en-guerre qui ont déstabilisé l'humanité. Ça, c'est la petite histoire. Donc voilà, l'Europe est prisonnière d'une vision universaliste qu'elle a mis au plan politique. Et là, ça devient du cosmopolitisme. L'universalisme des valeurs, c'est beau, mais ça doit se montrer de manière exemplaire. Ça doit s'exporter de manière didactique exemplaire, pas par l'interventionnisme arrogant. Et ce qui fait que, pour conclure, c'est que le reste du monde ne voit pas nos valeurs universelles comme quelque chose qui prouverait que nous sommes gentils avec eux. Non, il le voit comme un cache-sexe d'un nouvel impérialisme, d'une arrogance. Et ça, c'est ce que dit Huntington dans son livre. On a mal lu Huntington. Nous avons un chapitre entier sur le choc des civilisations. Huntington n'avait jamais dit qu'il fallait être arrogant. Au contraire, il disait que l'une des grandes sources d'anti-occidentalisme, c'est l'arrogance qui est tout à fait compréhensible, que les gens, en tout cas, comprennent comme telle en dehors de l'Europe. C'est-à-dire, quand nous voulons exporter nos mœurs et que nous donnons des leçons de morale, c'est insupportable pour la plupart des autres civilisations. Donc, il est temps que l'Européen se rende compte que le monde actuel, il est polycentrique. Il y a un polycentrisme des valeurs. Multipolaire. Et voilà, multipolaire et polycentrisme des valeurs, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé d'adhérer aux valeurs. Et ça, c'est très difficile pour un occidental de le comprendre, voire impossible. Et en même temps, on va continuer cette discussion. Jacques Sopelsa, qui est ancien président de la Sorbonne et qui a occupé l'unique chaire de géopolitique à la Sorbonne, et Alexandre Delval, que nous connaissons, que nous avons reçu, et toujours avec plaisir, de nombreuses fois. Et donc, on était en train de parler de ce qui se passe avec l'Europe. Et je voudrais citer les dernières lignes de votre livre.
elles sont très parlantes, parce que nous, évidemment, étant en Europe, hein, étant là, oui. Et vous avez quand même des phrases assez... qu'on espère, on espère qu'elles seront démenties, vous aussi d'ailleurs, oui, mais on ne sait pas. Alors voilà ce que vous dites. En fin de compte, c'est vraiment, c'est le dernier paragraphe de votre livre. En fin de compte, le plus dangereux ennemi de l'Europe, les plus dangereux ennemis de l'Europe ne sont pas les prédateurs extérieurs chinois ou islamistes, les narcopuissances ou l'empire états-unien, mais sa volonté d'impuissance. Vous voyez, on rapporte la volonté de puissance de Nietzsche. L'Europe, homme malade du monde, civilisation fatiguée, lasse, complexée et désabusée, préfère-t-elle risquer de disparaître ou de sortir de l'histoire plutôt que de continuer à se battre pour survivre? Le vieux continent sortira-t-il de sa léthargie et conjurera-t-il le déclin prophétisé par Spengler? Tout dépendra de la décision ou du refus des dirigeants européens de renouer avec une politique de civilisation et de souveraineté. Macworld versus Europa. C'est effectivement, mais pas seulement en fait, et ça, j'allais vous dire, Alexandre Delvac, aussi des peuples. Oui. Parce que si les peuples ne font pas pression sur leurs dirigeants, il ne se passera rien, vous le savez. Absolument, on a les dirigeants qu'on mérite, et alors il est vrai que parfois les peuples essaient de se révolter. On a des phénomènes qui ressemblent à ça en Italie depuis quelques années, jadis en Hollande avec le fameux Pim Fortuyn qui avait été assassiné d'ailleurs, et en France avec, quoi qu'on en pense, hein, en bien ou en mal, quoi qu'on pense du phénomène Zemmour, il y a une sorte de révolte des peuples. C'était l'expression d'ailleurs de Philippe de Villiers, il disait les souverainistes et les populistes, on les classe dans la fachosphère alors que ce sont uniquement des peuples inquiets pour leur existence. Et moi je pense se demandent s'ils veulent exister ou pas. Qui se demandent, voilà, et surtout ce qu'ils oublient, nos dirigeants, mais aussi les peuples passifs qui se révoltent pas assez, c'est que nos dirigeants ne sont pas payés pour autre chose normalement dans un État-nation, tant que ça existe, les États. Ils n'ont pas payé pour autre chose que pour défendre ce que Finkielkraut a justement rappelé de chez Ortega y Gasset, le droit à la continuité historique. Un peuple, comme un être humain, il essaie de mourir le plus tardivement possible. C'est pas parce qu'on nous dit qu'on est mortel qu'il faut déjà accélérer la mort. Hein, sinon, tout le monde se suiciderait. Donc les nations, c'est pareil. Elles ont un droit à la continuité historique, à la pérennité. Et la première mission d'un dirigeant, c'est assurer cette pérennité. La mission d'un dirigeant, c'est pas de nous dire l'immigration est un fatalisme. Oui, l'Afrique va doubler. On a un chapitre dans le livre sur la démographie. L'Afrique va doubler, elle va passer d'1 milliard à 2 milliards en quelques années. Il faut se préparer. On a même un article du Financial Times l'autre jour, c'est étonnant, qui reprenait la théorie du grand remplacement. Donc là, elle est bien vue dans cet article, mais de manière positive, style, il faut remplacer les Européens. Mais ce qui est bizarre, ils veulent pas remplacer les Qataris, ni les Saoudiens, ni les Pakistanais, ni même les Singapouriens. Ils veulent remplacer que les Européens. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'eux ont le droit d'utiliser cette théorie. Ce qui est encore plus rigolo, enfin si on avait, c'est pas rigolo du tout d'ailleurs, c'est ce masochisme quand même, parce que le Financial Times, que je sache, n'est pas fait par des habitants de l'île de Pâques. Alors, je veux dire, ce sont des Européens, purs Européens, blancs, etc. Moi, c'est pas pour défendre blanc ou pas, mais moi, je voudrais revenir à votre livre et au rapport de force. Mais attendez, pour dire ce que vous dites et qui frappe au coin du bon sens, encore faudrait-il que peut faire l'Europe aujourd'hui, vu comme elle est constituée, on a vu ce qui s'est passé avec les 62 sous-marins, vous savez, à l'Australie, etc. Enfin bon, face à l'Amérique, face à la Chine, face à la Russie, face à Erdogan, face à tous les continents souverainistes qui sont en train de s'organiser, et l'Europe apparaît comme divisée, vous l'avez dit, faible, etc. Que peut-elle faire? Que peut-on faire? Alors aujourd'hui, l'Europe, on en parle dans le livre, on a tout un chapitre sur l'Europe, c'est un OJNI, un objet géopolitique non identifié. Et nous nous référons au grand résistant et grand géopolitologue stratège, le général Gallois, à qui est dédié ce livre, qui me disait, au soir de sa vie, il avait encore toute sa lucidité, il disait « Moi, en tant que souverainiste gaulliste historique, je suis pour les États-nations. Mais admettons que l'on doive renoncer à la souveraineté des États-nations au profit d'une entité européenne. Encore faudrait-il que celle-ci acquiert une souveraineté supranationale et on serait dans quelque chose de dur. Mais pas du tout. On a perdu la souveraineté des nations en partie,
mais elles sont encore assez souveraines pour empêcher le passage à l'échelon supranational. Et bien qu'étant plutôt nationaliste, au sens gaulliste du terme, il disait « je préférerais presque une Europe fédéraliste à la Robert Schuman, ou même plus, qui soit vraiment puissante, qui est volontariste, mais surtout qui a un projet civilisationnel. On ne peut pas faire l'Europe uniquement avec la norme. Je cite dans le livre Jürgen Habermas, de l'école dite de Post de Francfort, et Jürgen Habermas, il dit que l'Europe ne doit être que le continent de la norme, du droit, du patriotisme juridico-constitutionnel. C'est le continent normal comme on avait un président normal. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant de vouloir faire croire aux gens qu'on va galvaniser les masses, les peuples inquiets pour leur existence et qui ont un droit à la continuité historique, leur dire l'Europe ne doit avoir aucune identité, elle ne doit être que le continent qui applique les droits, les normativités très germanisantes. D'ailleurs, c'est très terrifiant. Marie-France Garot me disait aussi, à la fin de sa carrière, dans un rendez-vous géopolitique, à son institut géopolitique, l'Europe est devenue le continent de la normativité, une logorée normative, mais terrifiante, très germanique. En fait, l'Europe n'existe pas. Non, l'Europe harmonise les chasses d'eau, très bien. Elle harmonise les peintures, elle harmonise tout un tas de choses, elle harmonise aussi le foie gras, les confitures, c'est assez extraordinaire, mais elle n'a pas été foutue de définir son identité, elle a même défini sa non-identité, elle a renié son identité explicitement. Thucydide est considéré dans les textes européens comme un sale macho et un raciste, parce qu'on juge le passé avec l'œil du présent, ce que d'ailleurs Badinter très justement a dénoncé ces jours-ci. Il dit on ne peut pas demander au passé d'être conforme au présent. L'Europe passe son temps à battre sa coulpe en croyant que ça va la faire admettre par les autres nations. Le woke, la cancel culture et compagnie. Le wokisme et la cancel culture, pourquoi elle s'en prend à l'homme blanc? Ça c'est très intéressant, on en parle dans le livre, pas parce qu'il y a du racisme anti-blanc particulier, mais parce que les peuples blancs européens, surtout de l'ouest de l'Europe, étant les plus culpabilisés après des décennies d'instrumentalisation des douleurs de la Seconde Guerre mondiale par les trotskistes et leurs alliés des multinationales qui sont les deux sources du mondialisme, comme c'est le continent le plus complexé, eh bien c'est là que les apprentis sorciers du mondialisme se sont dit ça va être un laboratoire. Et en fait, pourquoi on veut détruire la culture de l'homme blanc? Parce que on veut détruire toute identité pour faire un terrain d'essai d'un futur gouvernement mondial. Parce que les autres peuples sont pas d'accord. Demander aux Algériens, aux Turcs ou aux Chinois ou même aux Singapouriens d'être un laboratoire du mondialisme, ils vous foutent à la porte. Et comme c'est les seuls, les Européens, qui sont culpabilisés, voilà pourquoi la cancel culture veut supprimer l'idéologie et surtout l'identité européenne pour faire autre chose, un homme nouveau qui sera ni sexe, ni identité, ni histoire, ni religion. Ce qui est intéressant, pourquoi? Parce que les cerveaux de l'intelligentsia, enfin la plupart, c'est le maillon faible. On a pu attaquer là parce que c'était le maillon faible, l'Europe culpabilisée, comme absolument. vous dites, etc. Et je sais que vous êtes très cultivé au point de vue philosophique aussi, et vous connaissez bien sûr Droit naturel et histoire de Léo Strauss. Qu'est-ce que dit Léo Strauss en 1953? C'est extraordinaire ce qu'il a écrit. Juif allemand qui a fui le nazisme, émigré aux États-Unis, il dit lui-même la douleur de mon peuple, des Juifs, va être utilisé par les coquins, les manipulateurs, pour gagner un débat. C'est lui qui invente, dans ce livre, en 1953, l'expression de réductio ad Hitlerum. Et il disait, cette charge émotionnelle est telle que tous les manipulateurs qui s'en foutent totalement de la Shoah, ils vont utiliser cette charge émotionnelle pour dire... aujourd'hui encore. Voilà. Et ça marche, parce qu'aujourd'hui, l'Européen, il a un petit peu intériorisé, en reprenant la formule bourdieusienne, l'Européen a intériorisé l'idée que, s'il redevient patriote, le risque, c'est que la bête immonde revienne. Ce qui est faux, car le nazisme était contre les patries. Mais qui va jusqu'au drapeau français, vous avez vu. La nazification permanente est insupportable, et il est temps que tous ceux qui ne sont pas justement de cette idéologie se révoltent et rappellent un truc élémentaire. Le nazisme a systématiquement agressé les patries, les frontières et les drapeaux des autres. En aucun cas, on ne peut assimiler le patriotisme ou même le nationalisme au sens gaulliste du terme, parce qu'il assumait ce mot, au nazisme. La grande intox de l'extrême gauche, mais aussi, parce que vous savez que l'extrême gauche a servi de justificateur et d'idiot utile aux multinationales. Parce que ceux qui ont créé le mondialisme et le world, we are the world, ce sont des multinationales pour justifier leur turpitude et leur délocalisation. Et ils ont trouvé dans la gauche, qui est également mondialiste pour d'autres raisons, un justificateur, un élément de légitimation. C'est l'extrême gauche idiote utile des parts de marché. Et c'est ce que dit un philosophe, absolument, c'est ce que dit absolument idiote utile des parts de marché. Je vais vous emprunter l'expression, elle est magnifique. C'est ce que dit Diego Fusaro, un philosophe qui monte en Italie, très jeune, très très brillant. Il vient du marxisme, c'est un vrai militant marxiste. Et il dit, nous sommes les cocus des multinationales. Les multinationales ont acheté des médias où ils ont mis plein de gauchistes à l'intérieur,
l'intérieur, parce que le gauchisme donnait une justification morale à en fait un projet qui est totalement matérialiste, qui est celui d'avoir des économies d'échelle et de ne pas payer de taxes, parce que les multinationales, elles adorent ne pas payer de taxes, elles n'aiment pas les États, elles n'aiment pas la justice, elles n'aiment pas les flics. Donc en fait, et voilà pourquoi Madame Traoré à la une du Times, parce que les actionnaires. Madame Traoré est l'égérie de Louboutin. Mais bien sûr. Des chaussures de Christian Louboutin. Mais bien sûr, les grandes marques ont un marché mondial, elles ont intérêt à mondialiser au sens mondialiste du terme, et elles trouvent dans la gauche idiote utile des capitalistes, parce qu'en fait, moi j'accuse la gauche d'être l'agent du capitalisme. Les vrais anticapitalistes sont pour les patries, car les patries, elles protègent les peuples, leurs droits, alors que les GAFAM et les multinationales, elles sont en train de créer un précariat, un nouveau précariat. Alexandre Delval, juste pour terminer, avant de donner la parole aux auditeurs, vous citiez Léo Strauss, et vous avez toujours raison de citer Léo Strauss. C'était Léo Strauss qui disait à propos du culturel, il disait, alors si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est plus qu'une question de goût. Extraordinaire, tellement vrai aujourd'hui. J'aurais une question à vous poser. Actuellement, qu'est-ce que l'Europe ? Alors déjà, c'est simple, mais c'est long. Qu'est-ce que l'Europe ? Et la deuxième question, quand je dis qu'est-ce que l'Europe, attendez, c'est économiquement parlant, financièrement parlant, et il y a peut-être une chose que les pays ont oublié, les États ont oublié, c'est que dans l'Europe, on a peut-être oublié qu'on avait des pays, des États qui n'avaient pas la même, comment dirais-je, philosophie, vision, pas la même mentalité quelque part. D'accord. Alors la mondialisation, la deuxième question, messieurs, est-ce que vous ne pensez pas que c'était déjà écrit depuis longtemps ? Non. Je pose la question, c'est mon avis. Écrit depuis longtemps, vous voulez dire la mondialisation telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, parce que on a connu des guerres. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va pas refaire l'histoire, ça s'est passé comme ça s'est passé, ça aurait pu se passer autrement. Il est bien évident que les pays anglo-saxons ou les États-Unis souhaitaient mettre la main effectivement sur des pays européens, je dirais de l'Ouest. Ça s'est pas fait pour des raisons historiques. Moi, je pense qu'effectivement la mondialisation, elle était annoncée depuis longtemps, et je pense que l'Europe, on nous a vendu une Europe. On nous a vendu, messieurs, une Europe en disant Europe, égalité pour tous les peuples. Et là, je crois qu'on a oublié quelque chose, c'est le côté un petit peu sociologie, c'est que les peuples n'ont pas la même racine, n'ont pas vécu la même histoire, et c'est très difficile. D'ailleurs, quand on voit certains pays de l'Est, et qui sont dans l'Europe, et qui remettent un petit peu en cause, je dirais, certaines décisions, moi je me pose la question, sans être vraiment, il ne faut pas exagérer. Ok, alors Alexandre, cette Europe. Alors l'Europe aujourd'hui, le grand Kissinger, diplomate américain, disait Europe, quel numéro de téléphone, et il éclatait de rire. C'est un peu ce que pensent les Chinois, c'est ce que pensent les impérialistes turcs d'Erdogan, très fiers de leur passé ottoman, c'est ce que pense Poutine, très très fort. En fait, le reste du monde, les grandes puissances... je veux appeler l'Europe, mais je fais quoi? Voilà, c'est ce que pense également Narendra Modi, le Premier ministre hindouiste radical du parti BJP, qui est extrêmement radical. À côté de qui tous les populistes européens sont vraiment des enfants de cœur. Donc tous les cow-boys, parce que ce sont des cow-boys qui dirigent les grandes puissances, qui adhèrent à la réelle politique, qui sont souverainistes, identitaires, civilisationnalistes, ils rigolent. Ils voient l'Europe comme un immense champ de prospérité. Ça, c'est vrai, ça reste prospère. Si on additionne tous les budgets de défense européens, c'est le second budget avant la Chine et juste après les États-Unis. Si l'on met ensemble les puissances européennes, ça reste aujourd'hui l'endroit où il y a le plus d'échanges au niveau richesse pure. Par contre, l'Europe est en train de se désindustrialiser et surtout, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de projet civilisationnel et c'est un espace qui aujourd'hui, grâce à l'élargissement voulu par les Anglais en 2004, n'oublions pas qu'en 2004, les Anglais procèdent sous leur présidence tournante, parce que l'Europe c'est une cacophonie, il y a un président de la Commission, mais il y a un président tournant qui représente les intérêts du pays, etc. Pendant 18 mois, il y a 3 puissances tournantes. Eh bien, l'Angleterre a déclenché en 2004 le plus grand élargissement jamais vu à des pays, pratiquement tous ultra-atlantistes, qui n'avaient qu'un intérêt, détruire l'Europe puissance. L'Europe, et j'en parle à la maison de l'Europe dans quelques jours, alors dans le temple de l'européisme, je vais essayer de... Mon ami Sopelsa, le président, ex-président de la Sorbonne, me dit on va venir avec un gilet pare-balles. Non, je pense qu'on va très sincèrement discuter avec des européistes en leur disant votre projet serait viable, comme disait Gallois,
Chinois, qui pourtant étaient souverainistes, s'il y avait un véritable projet de puissance. Vous ne pouvez pas être une non-puissance et prétendre à être une organisation. Mais ça veut dire, Alexandre, qu'il vaudrait un vrai cow-boy à la tête de l'Europe. Et bien sûr, et c'est pour ça que les Américains, on a tout un chapitre dans le livre sur la nouvelle guerre froide. Les Américains veulent absolument continuer à dépeindre la Russie comme la pire des nations. L'ancien chef de l'OTAN, secrétaire général de l'OTAN, ainsi qu'Obama, avait dit que la Russie était pire que Daesh. Et même le président de la Pologne, parce que la Pologne nous essaie de nous inciter dans la russophobie, etc. Mais les Américains ont besoin de l'épouvantail, de l'ennemi utile, ce qu'on appelle un ennemi utile. C'est pas un vrai ennemi, mais on a besoin de le présenter un ennemi pour couper l'Europe en deux. Oui, c'est vrai. Sauf que Trump était prêt à s'entendre avec Poutine. Il était prêt et il n'a pas réussi. Rappelez-vous, à la fin de son mandat, il était entouré de néocons qui ont augmenté l'arsenal de l'OTAN dirigé contre la Russie. À la fin du mandat Trump, on est encore plus sous la guerre froide que dans les années 90, et c'est bien regrettable. Et d'ailleurs, il a été diabolisé pour ça. Il allait remettre en question l'ADN de l'OTAN, qui ne peut exister que si la Russie est un ennemi. Et en même temps, il y a la guerre du gaz. On a un chapitre sur la guerre du gaz. Vous savez que les Américains, excusez-moi, veulent remplacer le gaz russe par le gaz de schiste, qui est une catastrophe écologique. Donc derrière le moralisme, il y a souvent des intérêts cyniques. C'est un autre problème. Mais attendez. Par rapport à ça, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans nous sommes dans un autre chapitre. Je voudrais prendre merci beaucoup. Parler de quelque chose, mais on en parlera plus tard. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir appelé. Mais nous sommes maintenant avec Cathy, qui nous appelle d'Oloron-Sainte-Marie. Bonjour, Cathy. Oui, bonjour, Cathy. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Delval. Bonjour. Alors je voudrais poser 2 questions. C'est-à-dire cette mondialisation, pourquoi on y va? Pourquoi cette aberration, sachant tout ce qui en découle? Pour moi, c'est un traquenard globalisé. Et pourquoi les élites ont cette volonté suicidaire alors que le peuple y voit clair? Et en fait, ne peut-on changer d'orientation urgemment là? Alors, je comprends ce que vous dites, mais je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure, ou vous m'avez mal compris, ou alors peut-être qu'il faut que vous lisiez le livre, parce que la mondialisation, mais je respecte votre point de vue, attention, mais la mondialisation, elle n'est pas discutable. C'est un fait, elle a toujours existé depuis très longtemps. Même au Moyen-Âge, il y avait déjà des processus qu'on appelait mondialisation, et les grands spécialistes de ce phénomène disent que la mondialisation que l'on connaît aujourd'hui, c'est la 4e grande vague. Il y a eu la route de la soie, il y a eu Venise, il y a eu Florence, il y a eu la route de l'argent, il y a eu l'or, il y a toujours eu des mondialisations, sauf qu'avant, on n'avait pas une lecture idéologique mondialiste. Le mondialisme, ce que vous semblez dénoncer, à juste titre, ce n'est qu'une lecture idéologisée et occidentalo-centrée. En gros, on prend nos fantasmes pour des réalités, alors que le reste du monde a une lecture offensive. La Chine, elle a récupéré la mondialisation, mais elle en a une lecture nationaliste. Oui, mais pardon, elle a aussi une idéologie mondialisée. Non, ce que vous dites, je crois que, et c'est un instrument. Attendez, Alexandre, et justement, je reviens à ce que disait notre auditrice, c'est que au fond, chaque empire ou puissance, appelons-le comme on veut, a envie d'utiliser la mondialisation à son profit. Exactement. C'est ça. Et l'Europe est le seul à ne pas le faire. Voilà. Alors que la Chine le fait, l'Amérique le fait, la Turquie le fait, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays réislamisés d'Asie, ils ont eu une prospérité au même moment où ils redevenaient identitaires et ils profitaient de la mondialisation tout en redevenant identitaires. C'est ça. C'est un instrument, la mondialisation. Vous voyez. Ce sont des échanges, chère madame. En gros, la mondialisation, c'est neutre, comme l'électricité. Ce sont des échanges, des moyens de communication de plus en plus perfectionnés. Mais aussi des rapports de force. Et des rapports. Et surtout, c'est un champ de concurrence, parce que plus il y a d'échanges, plus il y a de la concurrence entre entreprises et entre États. Et elle a aussi, l'Europe est la seule entité géopolitique qui condamne ces grandes entreprises lorsqu'elles font des rassemblements, des consortiums, alors que l'Amérique, la Chine appuient à la création de grands monopoles mondiaux. Vous savez que l'Europe, depuis les années 90, à plusieurs reprises, a condamné des entreprises européennes qui se rassemblaient avec d'autres entreprises européennes en disant ça va nuire à la libre concurrence. Mais vous avez imaginé comme les Chinois sont contents quand ils voient que l'Europe est le seul qui applique contre lui-même les règles de la libre concurrence alors que tout le monde les viole. Et c'est ça le problème, chère madame. C'est pas la mondialisation le problème. C'est la lecture naïve d'un don de la farce qu'en a l'Europe. Et l'auditeur précédent avait raison de dire l'Europe de l'Ouest. Car l'Europe de l'Est est nationaliste. L'Europe de Orban, de la Roumanie, de la Tchéquie, de la Pologne est nationaliste. Ils ont connu l'occupation soviétique. Ce qui les a traumatisés, c'est le communisme. Et ils n'ont pas envie, effectivement, de la remplacer. Augustin. 0826 300 300 et nous allons dans le Jura avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour André Berkoff et bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Je
Je vous remercie, Monsieur Berkoff. Vous permettez à un peuple sensé et qui raisonne, le peuple français, de pouvoir écouter de la véritable, vérifiable information. Et je vous en remercie. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Ça me touche et ça m'oblige, Karine. Exact. Alors, je reviendrai sur le fait que l'Europe est un laboratoire du mondialisme. Et votre intervention, Monsieur Delval, m'a fait penser à Pierre Hillard, qui est un docteur en sciences politiques et qui a écrit sur le mondialisme satanique avec le sionisme. Il s'est appuyé sur les carnets de Theodor Herzl, 1895-1904, qui avait déclaré dans sa conférence à Bâle en 1897 qu'il y aurait un jour un État juif, 50 ans après, 1940. Mais quel est le rapport avec le schmilblick? Alors, laboratoire du mondialisme. En effet, je vois vraiment pas le rapport là. Mais enfin, bon, alors, allez-y. Je vais vous dire, parce que on parle de mondialisme apatride et du mondialisme patriote. Oui. Le mondialisme patriote, celui serait comme le général de Gaulle, l'Europe avec les nations. Apatride, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de l'Europe avec des flux migratoires. Avec la gestion du coronavirus, et ça va très très loin pour la gestion de l'humain. Alors, oui, donc, mais ça, alors, Alexandre. Non, ce que je voudrais répondre, chère madame, je suis persuadé que vous avez été victime d'un phénomène de manipulation. Lisez d'autres livres que ceux de l'antisémite complotiste qui ne parle que du complot judéo-maçonnique, Pierre Hillard, qui est un faux géopoliticien, mais malheureusement il a dû tromper un certain nombre de personnes. Non, le mondialisme ne vient absolument pas du projet sioniste, c'est le contraire. Le projet sioniste, c'était permettre aux Juifs, lui aussi, d'avoir un peuple, d'avoir une nation et de recouvrer sa souveraineté et son identité nationale. S'il vous plaît, je vous le demande, parce que je suis persuadé que vous avez été victime d'une fanatisation idéologique. Ces gens veulent faire croire que la lutte contre le mondialisme serait la même lutte que les intellectuels. Là, ils méritent le mot nauséabond des années 30. On n'est plus dans ces années-là, heureusement. Aujourd'hui, le mondialisme, il est critiqué non pas parce que on pense qu'il y a un complot, mais parce qu'il y a tout simplement une idéologie et des intérêts qui ont convergé, l'idéologie des mondialistes d'extrême gauche et le projet purement économiciste. Il n'y a même pas un complot, parce que c'est tout à fait avoué, des multinationales, que ce que disait Berkoff tout à l'heure, André, hein, les racailles d'en bas, les racailles d'en haut. Le mondialisme n'est pas le fruit d'un complot, c'est une convergence entre une idéologie internationaliste et des projets planétaires, parce que les entreprises multinationales n'ont pas besoin de frontières, et c'est plutôt gênant pour eux. Les juges, c'est pareil, les États-nations les dérangent. Donc ne croyez surtout pas, je vous en supplie, aux théories de Hillard et d'autres, ou soraliens. Il n'y a pas de complot judéo-maçonnique, c'est une aberration. Il y a par contre une lutte entre ceux qui veulent un gouvernement mondial. Certains sont d'ailleurs très sincères. Attali, il est sincère quand il le dit. Il n'y a même pas de complot, il n'y a rien de caché. Et il y a ceux qui pensent, qui ont la faiblesse de penser que l'État-nation, comme le voulait De Gaulle, et là vous avez raison de parler de l'Europe des nations, du plan Fouché de Gaulle. De Gaulle disait, les nations, elles peuvent s'entendre sur ce qui est très important, faire au niveau européen ce qu'elles ne peuvent pas faire au niveau infra, c'est le principe de subsidiarité. Mais aujourd'hui, il y a une lecture mondialiste du projet européen qui est une dérive. Dans les années 80-90, on a oublié que Don Sturzo, Robert Schuman, les constructeurs, il n'y avait pas que Jean Monnet, le mondialiste, il y avait aussi des grands Européens qui étaient chrétiens pratiquants. Ils voulaient une Europe européenne, de l'Ouest et en gros carolingienne. Ils ne voulaient pas une extension infinie d'un empire mondial. C'est vrai. Ils étaient pour un projet quelque part identitaire. Il y a eu une dérive dans les années 90 habermasienne. Le vrai problème, Karine, c'est que très très souvent, voilà, on cherche des explications, des béquilles et des boucs émissaires. Il faut faire toujours très attention à cette simplification. Je crois que pour revenir à l'Europe et au fond, vous savez, on se demandait quels étaient
quels étaient effectivement les fondements de l'Europe. Et bien quelqu'un l'a dit, c'est Georges Steiner. Ah, mais oui, Georges Steiner a écrit une certaine idée de l'Europe et il disait juste 3 choses, voyez. Et là, on est loin de complotisme et de bouc émissaire, de quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est Rome, Athènes, Jérusalem. Ah, bravo. Lévinas aussi le disait, bravo. Absolument. Rome, Athènes, Jérusalem, c'est la culture gréco-romaine et judéo-chrétienne. C'est ça, l'Europe. Deuxièmement, disait-il, l'Europe peut se traverser à pied. C'est le seul continent où on peut traverser à pied. On n'a pas besoin d'avion ou on peut le traverser à pied en prenant le temps, etc. Troisième chose, c'est que tout l'habeas corpus, les grands trucs sont nés en Europe. La liberté, c'est la Magna Carta, etc., c'est né en Europe. Et quatrièmement, l'Europe est le seul continent où les rues sont nommées d'après des philosophes, des poètes, etc. Et cinquièmement, il faut le relire, ce livre de Georges Steiner, l'Europe s'est fait dans les bistrots, l'Europe de lumière. C'est l'Europe, c'est les bistrots, c'est les cafés où sont créés. C'est ça l'Europe. Or, on ne parle que de courbe de croissance et comme vous disiez, de la reprise de chaussettes, au lieu de parler de ce qui fait l'Europe. Mais oui, personne ne parle de ce qui fait l'Europe. L'Europe ne vient pas de nulle part. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas à la messe, ni à la synagogue, qui ne croient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une culture. Même celui qui est athée, je connais le grand philosophe italien Marcello Pera, qui fut président du Sénat. Un jour, il a fait une conférence extraordinaire pour rendre hommage à tout ce qui vient du christianisme. Et à la fin, c'était à Valencia, un Espagnol lui dit, mais vous devez être un chrétien catholique pratiquant. Il dit non, je suis athée. Mais je suis juste un philosophe qui reconnaît tout ce que l'on doit au passé et jusqu'au 19e siècle, même l'art est entièrement chrétien ou gréco-chrétien. Et c'est ce que disait Renan, je suis athée, Dieu merci. Ah, Dieu merci, oui. D'ailleurs, Oriana Fallaci, que j'ai connue, elle parlait de l'athéo-christianisme. Il n'y a que les Italiens qui sont comme les Chinois, ils mélangent les contraires. Hein, l'athéo-christianisme, parce que nous devons tout à une identité, c'est ça l'Europe. Et malheureusement, ces mondialistes qui utilisent l'Europe pour en fait faire un laboratoire d'un mondialisme, eux, en fait, ils sont liés aux multinationales, il n'y a pas de complot. Ce sont juste des agents d'intérêt privé. C'est ça. Donc il n'y a aucun complot, c'est tout à fait évident. Et Dieu merci, vous êtes nombreux à nous appeler. Et nous sommes avec Raphaël qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour Monsieur Delval, bonjour. Bonjour. Alors je vous appelle parce que je voulais vous poser la question suivante. Aujourd'hui on assiste à la dissolution des États-nations. Et en fait, c'est le règne de l'Empire européen. Alors moi, je pose une question toute simple. Pourquoi, dans l'Antiquité, ça a fonctionné longtemps et très bien avec l'Empire romain? Et ce dernier était une véritable attraction puisque romanisation était équivalent de civilisation. En fait, la question suivante, c'est que c'est pas le problème d'avoir un empire ou d'avoir des États-nations. C'est que ça dépend comment la notion d'empire est bâtie. Voilà, j'aurais voulu qu'on m'explique, qu'on essaye de travailler sur cette piste-là. Pourquoi avec l'Empire romain, ça fonctionnait très très bien? Pour une raison évidente, l'Empire romain avait une volonté de puissance, alors que l'Europe a une volonté d'impuissance. L'Europe se présente comme un continent qui n'a plus de frontières, les murs c'est horrible, tout ce qui sépare, tout ce qui discrimine. La grande idéologie de l'Union européenne depuis les années 90, hein, c'est assez nouveau, également c'est une idée folle qui consiste à supprimer la différence entre le même et l'autre. Il n'y a aucune différence entre un national, mais un peu c'est l'idée du pacte de Marrakech, il faut aider tout le monde, y compris l'illégal, y compris le type qui est arrivé par infraction. Il n'y a plus de différence entre le national, le citoyen et le non-citoyen, même illégal, même clandestin, même voyou, il n'est pas expulsable, etc. Tout ça, c'est une véritable dérive. Donc je pense qu'il faut revenir à la raison. Et l'État-nation, comme dit Benjamin Barber, le grand sociologue démocrate en plus, américain, l'auteur de Djihad contre McWhorter. Je sais que vous aimez beaucoup, comme moi, ce livre. Il dit à la fin de son livre, en tant que démocrate américain, l'État-nation, avec ses frontières qui protègent, ses juges qui protègent, sa police, son armée qui protège, l'État-nation est le seul cadre où peut s'exercer une véritable démocratie, alors qu'un empire est rarement démocratique. Et l'Empire, il a une autre caractéristique, il s'étend à l'indéfini. Et il nous met en conflit avec d'autres. Pourquoi les Russes nous détestent? Parce qu'ils voient l'Europe, non pas comme un empire européen, comme le glacis d'un empire américain qui s'étend vers l'Est au détriment de l'étranger proche russe. Donc, c'est pas bon, la notion d'empire telle qu'elle est aujourd'hui, parce que les Européens ne contrôlent pas cet empire, ils ne sont qu'un protectorat de l'empire américain qui, lui, a besoin de nous opposer à la Russie, ennemi existentiel qui justifie leur domination de l'Europe. Donc, on n'est pas vraiment dans la même chose
chose que l'Empire européen. C'est un empire américain qui nous a servi, mais là, effectivement, les peuples ne se rebellent pas, ils consomment tous de la malbouffe américaine, ils n'écoutent que des musiques américaines. Quelque part, Brzezinski, le grand stratège américain, a raison de dire l'Europe, elle serait dangereuse si elle s'allie avec la Russie ou la Chine contre nous, mais elle est tellement américanisée par notre sous-culture, il parle lui-même. Il y a un chapitre extrêmement intéressant dans Le Grand Échiquier, le plus grand stratège américain, il dit notre sous-culture qui n'est pas très élevée moralement, elle fait un appel aux instincts, mais elle a aspiré tellement les Européens qu'il n'y a presque aucune chance qu'ils se rebellent. C'est effrayant. Voilà comment on nous décrit. Rien n'est joué, comme vous le savez, Alexandre. Augustin. Merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir appelé. En tout cas, votre question était intéressante et a déchaîné les passions. Nous sommes maintenant avec Jacques qui nous appelle de Paris, la ville-monde. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Jacques. Monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, ma question, je vais être j'espère assez rapide. Ma question est, je fais un lien entre toutes les idéologies qui ont émergé récemment, mais qui trouvent des soubassements plus loin derrière nous, comme la cancel culture, le woke, etc. Et voilà, ma question est la suivante. Le problème que je constate est la chose suivante. Comme par hasard, immédiatement après l'élection, si on veut, en tout cas peut-être après une fraude massive de M. Biden, en Chine, M. Ma, le président de Alibaba, je crois, a été mis en résidence surveillée. Exact. Il était rééduqué même pendant 3 mois. Voilà. Eh bien, j'en arrive à me demander si... au fond, peut-être le projet de cette bourgeoisie hors sol qui a porté Biden au pouvoir et qui est au pouvoir en Europe, dans l'Union européenne depuis beaucoup plus longtemps, si cette bourgeoisie hors sol n'avait pas pour objectif de créer justement un gouvernement mondial, mais avec l'appui de la Chine. Le fait que la Chine ait réagi comme elle a réagi, est-ce qu'on ne peut pas dire que tous ces gens-là ont déjà perdu? Non, alors je ne pense pas. Dans le livre que André a très gentiment cité, La mondialisation dangereuse, il y a un chapitre sur le grand combat aujourd'hui entre 2 zones de cyber-souveraineté, il n'y en a que 2. L'Amérique qui contrôle tous les GAFAM, les moyens de paiement et qui exploite avec la NSA et qui espionne le monde entier avec tous les systèmes de communication, et qui est contre l'entreprise chinoise Huawei pour le grand conflit cyber autour de la 5G notamment. Et de l'autre côté, on a une seule autre zone de cyber-souveraineté, c'est-à-dire un espace qui a ses propres moyens de communication, d'espionnage et de contrôle de l'information, et avec ses propres GAFAM, les fameux BATX, c'est la Chine. Tout le reste du monde, il a soit accès à des BATX, donc les GAFAM chinois, soit accès aux BAFAM américains. Ah oui, vous voulez dire qu'il y a 2 zones qui ont leurs propres moyens. Il y a 2 mondialisations. La mondialisation anglo-saxonne avec son projet libéral-libertaire, mondialiste, woke, cancel culture et tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, une mondialisation sinisée avec son propre autoritaire, totalitaire même, avec l'hyper-contrôle, la société orwellienne, qui elle n'est pas du tout dans le projet mondialiste. La Chine n'a jamais été mondialiste, elle n'a jamais été universelle. Il faut savoir que si l'islam radical nous déteste parce que c'est un autre universalisme, la Chine nous déteste pour une raison opposée, parce que la Chine a toujours été anti-universaliste. La Chine, c'est un continent relativiste qui considère qu'il y a elle et le reste du monde, et elle n'a pas du tout envie de cyniser les autres. Donc le mondialisme chinois n'est pas un mondialisme, c'est une utilisation de la mondialisation pour dominer l'humanité et doubler les Américains dans le but de servir l'intérêt chinois, mais pas d'exporter les valeurs chinoises. Tandis que l'empire libéral-libertaire des GAFAM, des multinationales américains, veut exporter une philosophie, à mon avis, terrifiante de la déconstruction de tout. Pourquoi? Parce que pour vendre les mêmes t-shirts à tout le monde, ou les mêmes séries Netflix avec pas mal quand même de décadence, de drogue, de sexe débridé, etc. Mais bien sûr, il faut enlever les traditions, il faut enlever les frontières. Le projet des multinationales, c'est en fait purement un projet consumériste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de complot. C'est encore pire qu'un complot. Il y a un projet consumériste qui veut nous rendre zombies. D'ailleurs, les créateurs des complots, c'est le complot du profit. Voilà. Et les créateurs des GAFAM ont eux-mêmes reconnu. Il y avait une émission fantastique sur France 2. Les créateurs des GAFAM, Facebook et compagnie, ils disaient on met nos enfants dans des écoles où il n'y a pas de réseaux sociaux parce que nous avons inventé quelque chose horrible qui a rendu addictif. Il faut savoir qu'avec les algorithmes, les GAFAM nous rendent addictifs. Et vous voyez, Zuckerberg, il fait comme un certain nombre de gens de chez nous, il contourne la carte scolaire. Vous voyez, il a découvert ça. Invention française. Il y a une addiction, mais Alexandre Delval alerte tout de même sur cette mondialisation dangereuse, et nous sommes avec Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud.
Oui, bonjour André, bonjour à votre excellent invité Alexandre Delvalle qui a toujours des analyses extrêmement percutantes et qu'on entend sur pas mal d'endroits sur Internet et dans notre radio, donc c'est très bien de vous entendre, Monsieur Delvalle. Merci. Oui, je me faisais la réflexion suivante, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous et de nombreux autres analystes, intellectuels, historiens, politiques aussi, effectivement, parle de la mondialisation et nous devons bien comprendre que contrairement à ce qu'avait dit Monsieur Main, que la mondialisation est loin d'avoir été une mondialisation heureuse et surtout pour la France. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a visiblement, j'ai l'impression, au sein de la population française, une certaine prise de conscience, mais en même temps, ça ne se traduit pas en termes électoraux, parce que quand on se regarde les sondages, les candidats qui sont vraiment pour l'État-nation, pour défendre les intérêts de la France, qui sont patriotes, nationalistes dans le bon sens du terme, comme vous le disiez, dans le sens gaulien du terme, et surtout souverainistes comme François Asselineau, qu'on voit malheureusement pas assez, et pour lequel j'invite André à peut-être faire une émission avec lui. Je le ferai, on me l'a souvent demandé, écoutez, je le ferai, je vous promets que je le ferai, parce qu'il n'y a pas de raison. François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, et puis évidemment Claude Philippot et d'autres, comment explique-t-on qu'il soit si bas dans les sondages, et que alors qu'il y a quand même une prise de conscience en France et une volonté de refaire France, de refaire collectif, de défendre les intérêts du pays, parce qu'on voit qu'avec la crise du Covid, les gens ont fini par ouvrir les yeux en se disant que tout allait de mal en pis. L'explication, elle est très simple. Premièrement, comme avait dit très justement votre collègue Brunet dans son livre qu'il avait écrit à l'époque, je crois 2012, 80% des cartes de presse, c'est pas pour les critiquer d'ailleurs, ils sont souvent sincères. C'est des gens qui sont quand même à gauche ou à l'extrême gauche. Vous parlez des journalistes en poste. Voilà, les journalistes en poste. Et voilà, ils sont sincères, on n'est pas là pour les juger, mais c'est un fait. Donc il y a cela, il y a le fait que l'establishment, le deep state, l'État profond américain et l'establishment occidental en général, qui tient tous les médias eux-mêmes possédés par des multinationales qui ont un intérêt mondial, eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que des patriotes soient bien vus. Donc ils les ringardisent. Rappelez-vous, même le fameux Guéant, qui n'était pas du tout un facho. Guéant, vous parlez de Guéant, le fameux Guéant, secrétaire général de l'Élysée, lorsqu'il était devenu ministre très brièvement en 2012, vers la fin de l'Intérieur. Je me rappelle la façon dont les médias, tout à coup, le filmaient avec un angle inquiétant. Cet homme qui a peut-être, bien sûr, comme tout le monde, des défauts, mais qui était connu pour être un homme doux, humaniste. On l'a présenté comme un identitaire dangereux, prêt à renvoyer tous les immigrés parce qu'il avait parlé de l'identité nationale. C'est-à-dire que les médias peuvent vous ringardiser, et même ceux qui seraient d'accord avec votre... vous citiez Dupont-Aignan ou Asselineau, même ceux qui seraient d'accord avec eux sont poussés à avoir peur d'eux, parce que il y a... les ridiculiser, vous voulez dire. On les ridiculise, on les ringardise et on les diabolise. La réduction ad Hitlerum, ça marche directement, mais aussi inconsciemment. Il n'y a pas que la réduction ad Hitlerum qui consiste à dire sale facho ou sale nazi ou sale raciste. Il y a aussi la réduction ad Hitlerum indirect, style si ce souverainiste arrive au pouvoir, ce sera le repli, il va nous couper, ce sera le choc des civilisations. Rappelez-vous l'argument d'Attali qui était horrible quand il a fait une note, la première fois qu'on a fait une note à Mitterrand en faveur de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Qu'est-ce que disait Attali? Si la Turquie ne rentre pas dans l'Union européenne, ce sera un choc de civilisation, une guerre entre 1 milliard de chrétiens et 1 milliard de musulmans. Non, mais ça veut dire que c'est ça. Ah si, je l'ai cité dans cette note dans mon livre sur la Turquie, ça m'avait frappé. Et attention, je trouve qu'Attali est un homme qui parfois a des remarques très intéressantes. C'est pas pour le diaboliser. Moi, je suis pas du tout dans la diabolisation d'Attali. Mais c'était assez effrayant parce que le système qui est plutôt mondialiste, parfois très sincèrement, d'ailleurs lui, je pense qu'il est très sincère, a besoin de faire peur. Alors il nous traite tout le temps d'agitateurs de la peur et de repli, tout ce que vous voulez, mais eux-mêmes n'hésitent pas à faire peur. D'ailleurs, ils sont en train de vous dire en ce moment, si Zemmour ou d'autres, ou Orban continuent à être au pouvoir ou arrivent au pouvoir, ça va être la guerre civile, parce que ils vont attiser les haines, etc. Eux-mêmes utilisent constamment la peur. Donc ça répond à votre question, si vous voulez. Il y a tellement d'inégalités entre les médias des souverainistes. Regardez Trump aux États-Unis, il y avait un média télévisuel pour lui. Absolument. Il y avait un journal écrit. 98% des médias étaient 98%. Il a quand même été élu. J'allais dire, c'est un miracle incroyable d'avoir pu être élu, alors qu'il a 98% des médias, mais y compris la CIA, le FBI, l'Establishment, et toutes les stars contre lui. Et le seul oligarque qui était pour lui, c'était Musk. Mais tous les autres étaient contre. Et toutes les stars étaient contre lui, sauf, comment il s'appelle Clint Eastwood. Voilà, Clint Eastwood, merci. Donc, voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est foutu. Je pense que les peuples auront le dernier mot. C'est pas pour faire allusion à un livre qui se vend bien en ce moment. Je le pense vraiment.
les peuples auront le dernier mot, mais il faut qu'ils se déculpabilisent, car les multinationales, comme ceux qui sont mondialistes par gauchisme marxiste, dans les deux cas, utilisent la reductio ad litterum, très bien décrite par Léo Strauss, la culpabilisation par la diabolisation, le point Godwin, et la nazification et la fascisation, ça ne marche plus chez les jeunes, donc ça continue à fonctionner parce que les moins jeunes sont encore très sensibles à ça, ils sont tombés dans le panneau. En fait, arrêtez de vous faire du mal. Et il faut se déculpabiliser. Vous savez que les psychiatres, moi je parle souvent avec des psychiatres, que je m'intéresse au phénomène de la dépression, j'ai connu des gens déprimés, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que disent les psychiatres? Souvent, derrière des problèmes de femmes déprimées qui subissent un mari qui les batte, derrière plein de problèmes de gens qui ont intériorisé une victimologie et qui n'arrivent pas à se défendre, souvent, il y a une culpabilisation. Et les psychiatres et les psychanalystes aussi passent leur temps à dire à leurs patients, déculpabilise-toi, parce que les prédateurs adorent les culpabiliser. Et quand l'Europe envoie un message de repentance, c'est ce que je dis dans le livre à la fin, c'est un immense signe de faiblesse tentatrice, comme disent les islamistes. C'est un terme islamiste. La faiblesse envoyée par le culpabilisé attire le culpabilisateur et la faiblesse attire le prédateur. Plus vous êtes faible, plus on va avancer. Eh bien écoutez Renaud, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas nécessairement envie de changer de fuseau horaire, mais vous allez pouvoir suivre avec une nouvelle montre l'heure, puisqu'on change d'heure ce week-end avec la Sud Radio Solar Ice Watch, Ice Solar Power, qui puise son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. Donc voilà, écoutez, vous avez c'est très gentil à vous et je voulais vous remercier Sud Radio et puis encore remercier très chaleureusement et très vivement André Berkoff, qui est un moment de temps en radio, un moment de temps et d'intelligence, donc avec des invités toujours remarquables, donc ça devrait être prescrit par la sécurité sociale, l'émission André Berkoff. Merci Renaud. Mais on va transmettre ça au ministre de la Santé. À mon avis, il ne nous suivra pas, mais ça fait rien. Dernière question, Alexandre Delval. En fait, alors le prochain après la mondialisation dangereuse, parce que je connais Alexandre Delval, il en écrit. Ça va être pire. Alors ça va être quoi? La désinformation de masse, que je vais écrire avec un grand spécialiste de la manipulation et de la désinformation, qui est un ancien des services secrets français. Je pense aujourd'hui, c'est une thèse choquante, je l'avoue, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'Occident démocratique, et je suis heureux d'être en démocratie, je le précise, j'ai pas envie d'être en Chine, l'Occident démocratique a mis en place des systèmes de désinformation plus systématiques et plus massifs et plus perfectionnés que les dictatures. On a longtemps trop cru que seules les dictatures désinformaient, la fameuse désinformation. Le totalitarisme soft, quoi. Le totalitarisme soft. Et c'est logique d'ailleurs, pour séduire. En démocratie, on gouverne surtout par la séduction et moins par la répression physique. On a quand même peur, on est dans le zéro mort. Donc plus on veut manipuler sans utiliser la force physique, plus on doit désinformer, mentir. Et aujourd'hui, la Pravda, c'est ce que me disait un Russe récemment, qui est un grand homme politique russe, c'est pas Poutine. Il me disait, j'ai été communiste, je le suis plus, mais je retrouve dans le politiquement correct et la cancel culture de l'Ouest, je retrouve la nostalgie soviétique. Absolument. Eh bien, on attend ce livre sur la désinformation et on vous attend. Et nous ne sommes pas concernés, rassurez-nous, par cette désinformation. Vous publiez ce livre, La mondialisation dangereuse, avec Jacques Sopelsa aux éditions de l'Artilleur. Il est déjà en librairie, donc précipitez-vous ou retrouvez cette interview sur YouTube. Et tout de suite, Brigitte Lahaye.